Deux sujets de l'actualité à rattraper. Le temps de notre absence sur cette émission, les élections générales qui se sont tenues le 11 janvier dernier, et précisément les communales et législatives. On a déjà les résultats des législatives. On va les passer au crible de l'analyse tout à l'heure, en attendant d'avoir donc les échos des communales dont on n'a pas encore les premiers chiffres jusque-là. Puis on reviendra justement sur ce gros événement en début d'année, notamment les Vodun Days déroulés à Ouida pour l'édition 2026. On va s'intéresser un peu à la révélation de signes proposée par le TOFA au titre donc de cette nouvelle année. C'est le Lososa. Tenez-vous tranquille, on ne va pas jeter les coris. On essaiera justement de repasser en revue et d'analyser les lectures proposées par ceux qui sont initiés de la chose. Bienvenue à tous et merci surtout d'être au rendez-vous donc de cette émission d'analyse de l'actualité. Anissé Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. On va commencer par notamment l'actualité la plus proche de nous, c'est les élections générales notamment de 2026. Le dimanche 11 janvier, le corps électoral béninois, les électeurs étaient convoqués pour choisir notamment ceux qui vont les représenter à l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau donc du pouvoir décentralisé, précisément au niveau des communes et des, mettons, villes à statut particulier. De façon globale, comment appréciez-vous un peu le déroulement de la journée? C'était une journée calme, comme toutes les élections depuis le début du renouveau démocratique, à quelques exceptions près. Donc on peut dire qu'on a renoué avec le calme et la sérénité pendant les journées électorales. Il n'y a pas eu d'incident majeur, à part que pour la première fois, il y a eu beaucoup de retard par endroits. Et donc on peut penser que c'est parce que c'était des élections couplées, mais en réalité, nous avions déjà connu des élections couplées par le passé. Il y a eu déjà les communales et les élections locales qui a désigné les chefs de village par le passé. On n'avait pas eu ce genre de problème. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose, je ne sais pas trop quoi, mais le président de la Sénat nous a dit que c'était des défauts logistiques mineurs, que ça n'a pas eu d'incidence majeure sur les résultats, mais quelque part, il faut croire que lorsque des gens viennent devant leur bureau de vote et ne trouvent pas les agents, ne trouvent pas le matériel, il y en a forcément qui ont dû rentrer sans accomplir leur devoir civique. C'est clair, oui. Alors, on a eu donc une ambiance relativement calme. C'est vrai qu'on était un peu stressé. Les expériences de 2019, 2020 et 2021 nous avaient laissé des souvenirs qui ne nous rassuraient pas. Et surtout, je dois dire l'incident, sinon le grave incident du 7 décembre dernier aussi, en avait rajouté un peu. Hein. Oui, et je pense que s'il y a eu tout ce calme, c'est assez curieux de le noter, mais c'est peut-être parce que il n'y avait pas d'enjeu véritable entre la majorité présidentielle et l'opposition. Et donc, je pense que ça a dû jouer quelque part. Il n'y a pas eu de heurts parce que ce n'était pas un combat à la vie, à la mort. Donc, oui, je pense que c'est quelque part tout ce qui a contribué à apaiser le climat politique parce que par le passé, toutes les frictions qu'on a connues étaient dues au fait que l'opposition n'était pas tout à fait prête à se conformer à un certain nombre de tests de la République et c'est ça qui avait généré les problèmes. Comment vous expliquez, vous, qu'ils en soient revenus en griffe à de bons sentiments? On a vu leur réaction en 2019, quand c'était compliqué. Cette fois-ci aussi, c'était compliqué. Ils ne sont pas forcément présents à toutes les élections, mais ils sont restés relativement calmes. Oui, parce qu'ils ne sont plus le parti homogène qu'ils étaient hier. En temps, il y a des gens qui sont partis. En temps, il y a des gens qui ont perdu leurs convictions. Entre-temps, le président d'honneur qui est devenu président du parti s'est retiré et n'était pas présent sur le territoire national. Donc, il y a eu un concours de circonstances qui a amené les uns et les autres à relativiser leur participation. Donc, on a suivi quand même un peu leur campagne sur le terrain. Ils ont fait une vraie campagne de proximité, pour certains en tout cas. Mais ce n'était plus l'enjeu d'hier qu'il fallait absolument renverser la vapeur pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, coûte que coûte, ou pour avoir la présidence de la République, coûte que coûte. Donc c'était des élections qui avaient déjà montré les problèmes à l'interne au sein de l'aide démocrate.
Et ces problèmes ont amené déjà un certain nombre de situations compliquées à l'intérieur du parti. Et donc, le fait que les uns et les autres soient allés chacun de leur côté a à mon sens, contribué à émietter un peu les énergies au sein du parti, même si quelques-uns sont restés debout, vraiment fidèles à leurs idéaux du début jusqu'à la fin. Leur ligne. Oui. La plus grosse déception, c'est justement au niveau de l'organisation et précisément au niveau donc de l'heure de démarrage. Certains bureaux pardon, de vote ont démarré parfois à midi, parfois même au-delà, 14 heures, etc. Même 16 heures. Pourtant, même 16 heures. Pourtant, on a une tradition d'organisation des élections. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'avec une Sénat professionnelle, on en soit encore à observer, je dois dire, ces difficultés basiques? Ben, je ne sais pas ce qui s'est passé et c'est bien dommage que la Sénat ne se soit pas véritablement expliqué là-dessus. On nous a dit juste parler d'erreurs. Ils ont évoqué aussi la Oui. question des tempéries. Il paraît que la veille, Il y avait la il y a eu pluie, pluie à Cotonou, ce qui pour n'était ce pas que j'ai pu prévu. apprendre, il y a des bulletins qui ont été mouillés. Trempés. Et il a fallu les réimprimer renouveler. très rapidement et ça a dû prendre un peu de temps. Bon, bref, on sait que depuis longtemps, la tradition est d'organiser les élections et de les commencer à l'heure précise. À la bonne heure, oui. Et nous avions déjà cette habitude-là. Et je pense que si la Sénat a eu ce problème, c'est parce qu'il y a eu peut-être un défaut d'anticipation et qu'on a dû présumer de ses capacités d'organisation en laissant passer le temps et en se disant, bon, en quelques heures, nous avons la possibilité de déployer le matériel. Et il a suffi d'un couac pour que le déploiement pose problème. Mais les opposants, sinon le parti, les démocrates, a dit tout de suite que c'est fait exprès, surtout que le retard a été observé, notamment dans les grandes villes aux alentours de Cotonou et à Cotonou, qui sont censés, disent-ils, être leur fief. Bon, ils peuvent le penser. Ils ont raison de faire feu de tout bois parce que quand même, il faut bien qu'ils justifient ce qui leur arrive par un certain nombre d'accusations vis-à-vis du pouvoir. Mais fondamentalement, même s'il y a eu ce retard et que les électeurs étaient véritablement mobilisés et décidés à en découdre avec le pouvoir, le retard ne les aurait pas empêchés parce que de toute façon, même s'il y a eu du retard, on a observé tout le temps de vote qu'il a fallu quand même avant de clôturer. Donc, s'il y avait des électeurs déterminés à en découdre avec le pouvoir, quelle que soit l'heure à laquelle... si ce n'était pas les années passées, 2019, 2020, 2021, croyez-moi, LD aurait obtenu que les gens viennent voter même à 19h, à 20h. Mais, je vous ai dit, l'enjeu n'était plus de taille. LD ne va plus aux élections présidentielles. Il y a eu une démobilisation, un certain nombre de députés sont partis. Ça suffit pour... comment on va dire, pour tiédir un peu l'ardeur des militants. On a quand même vu donc ce grand retard-là, notamment de la partie mettons, méridionale du Bénin. Ça a dû perturber un peu le bon déroulement, en tout cas, des opérations sur le terrain. On se disait qu'en principe, avec l'expérience de la Sénat, on n'aurait pas dû assister à ça. Mais il y a un argument aussi qui a été évoqué. Il s'agit justement d'élections couplées. Et ça a dû peut-être mettre un peu de difficulté dans l'organisation pratique des choses. Ça ne devrait pas. Parce que quand même, il y a eu suffisamment de temps pour prévoir chaque action. Et je pense qu'on a dû tenir compte de ce qui se faisait d'habitude en se disant, dans quelques 3-4 jours, on a la possibilité de déployer tout le matériel. Et puis, il y a eu cette intempérie que personne n'avait prévue, parce que ce n'est pas la saison, et que la pluie n'avait pas non plus donné des signes avant de commencer précipitamment. Donc oui, je crois que la Sénat a dû être surprise par cette intempérie. Et peut-être que des véhicules qui étaient déjà en mouvement ont été arrosés et le matériel a été affecté. C'est un argument assez difficile à admettre, non? Quand on sait qu'on veut déployer un matériel aussi sensible, même si nous sommes dans le Sahel, il faut quand même protéger de la poussière. Et surtout que quand même, la partie septentrionale a été couverte jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau. Il n'y a que les environs de Cotonou qui posaient problème. Je crois que des dispositions auraient dû être prises, en tout cas, pour nous éviter ce que nous avons eu là, parce que c'est la raison d'être de la professionnalisation du Sénat, de la création de la direction générale et de toutes les structures qui contribuent à bien organiser les élections. Donc,
on ne peut pas avoir ces structures-là et avoir à déplorer le côté le plus sensible des élections, à démarrer véritablement à l'heure pour que les électeurs qui arrivent ne viennent pas trouver porte close. Est-ce que ça a eu des impacts sur le déroulement à part peut-être des votes qui se sont opérés jusqu'à 23h, jusqu'à 4h du matin? Est-ce qu'il y a eu autre élément qui puisse être vraiment, je dois dire, d'impact sur la qualité de l'élection? Pas sur la qualité, mais sur la mobilisation des électeurs. OK. Sur le taux de participation. Parce que lorsque je sors de chez moi pour aller voter, que j'attends jusqu'à midi et que rien n'a commencé, quand je rentre, je ne reviens plus. Et je pense qu'il y a eu quantité d'électeurs qui ont dû sortir en se disant je fais ça avant d'aller à l'église et qui découvrent quand ils arrivent là que rien n'a commencé, que les membres du bureau ne sont pas présents, que le matériel n'est pas disponible. Bon, quand ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Même si par la suite, on dit qu'on laisse le bureau jusqu'à 23h, il y a très peu de gens en réalité qui viennent. Le bureau est ouvert pour la forme, mais il y a très très peu de gens qui viennent après une certaine heure. Donc oui, je pense que ça a dû avoir un impact sérieux sur le taux de participation fondamentalement. On va revenir sur la question du taux de participation plus loin. Constatons déjà que entre le dimanche, où on a bouclé les élections, et mettons le samedi où la Sénat proposait ses premiers chiffres, il s'est écoulé 5 à 6 jours. Comment est-ce qu'on peut se l'expliquer? C'est peut-être parce qu'il y a aujourd'hui une méthode assez complexe pour déterminer qui a enlevé tel siège et dans quelle circonscription. J'ai l'impression que ce système d'attribution de sièges n'est pas encore tout à fait huilé et qu'on a dû passer beaucoup de temps là-dessus, à se chercher, à s'assurer en tout cas de ne pas commettre d'erreurs fondamentales. Et je pense que ça a dû jouer parce que la proclamation des résultats devait donner lieu à l'attribution des sièges et il fallait s'assurer qu'on ne commettait pas d'erreur. Oui, mais en face de ça, on avait quand même un nombre très limité de partis qui participaient à cette compétition. Avant, on en avait une pléthore et pourtant, les calculs se faisaient aussi rapidement et aussi simplement. Aujourd'hui, on a 3-4 partis politiques maximum. Pourquoi est-ce que ça devrait être plus compliqué que par le passé? Parce qu'il y a des notions de 10%, de 20%, et puis il y avait des accords de gouvernance, il faut analyser tout ça. Moi, je pense que c'est ce qui a dû peser un peu dans le retard, parce que sinon, habituellement, lorsque nous avons les feuilles de dépouillement, chacun pouvait déjà déterminer qui enlève quel siège. Aujourd'hui, ce n'est plus possible pour chacun de le dire. Il faut aller trouver des spécialistes qui vous aident à bien comprendre, et je pense que la Sénat a dû peut-être pris toutes les mesures qu'il fallait pour calculer plusieurs fois, pour s'assurer que tout était en ordre avant de venir proclamer le résultat. Moi, je pense qu'il valait mieux tard que de faire dans la précipitation et d'avoir par la suite à regretter qu'on ait donné des résultats qui n'étaient pas tout à fait fiables. Dis donc, on dira désormais que le rendez-vous électoral, ça devient un rendez-vous, mettons, d'académicien à la limite, où il faut faire des calculs acrobatiques pour vraiment s'en sortir. Parce que vous l'aviez souligné, par le passé, même le citoyen chez lui pouvait commencer déjà à faire son petit calcul avec sa petite calculette. Mais là, même quand il a les chiffres devant lui, il commence à se perdre. Oui, effectivement. Mais bon, nous avons décidé de faire des réformes, de réduire le nombre de partis politiques et de faire en sorte que les partis soient d'envergure nationale. Et ça imposait un certain nombre de contraintes, au nombre desquelles il y a ces calculs-là qui obligent à aller voir dans chaque circonscription si vous avez un certain taux. Et puis ensuite, si vous êtes éligible au taux national. Oui, tout ça, ce n'est plus facile pour le citoyen ordinaire qui avait juste à compiler les résultats pour savoir que telle ou telle personne avait enlevé un siège. Bon, dans tous les cas, l'essentiel est que quand on a retenu ces critères-là et qu'on s'est basé là-dessus, on a fait les calculs de façon à ce que personne ne soit lésé ou que personne ne soit brimé dans ses droits. En tout cas, on a des recours qui sont déposés devant la Cour constitutionnelle. En attendant, on verra bien comment est-ce qu'elle tranche et si ces recours sont vraiment d'une pertinence profonde qui, d'une manière ou d'une autre, changent le visage, je dois dire, des résultats dans les circonscriptions électorales. Les recours, depuis quelque temps, ne prospèrent plus. C'est quoi, c'est systématique? C'est presque systématique.
C'est inquiétant, non? Comment? Non, enfin, en réalité, ce n'est pas inquiétant. Ah oui? Parce que les recours sont étudiés devant nous tous et puis les résultats nous sont communiqués. Mais c'est qu'il y a des recours de plus en plus fantaisistes ou des recours de principe parce que, bon, on ne peut pas croiser les bras sans faire de recours. Et il faut bien trouver des moyens de justifier ceci ou cela. Parce que vous avez vu, même avant les élections, même avant la proclamation des résultats, il y a des gens qui ont fait des recours devant la Cour suprême. Et la Cour a dû dire, mais attendez au moins, et Oui, mais si on a constaté des urnes qui sont bourrées, je dis n'importe quoi, hein, pas forcément concernant cette élection, si on a constaté que les gens ont bourré des urnes et qu'on en a les preuves, avant même que les résultats sortent, on peut commencer déjà à mettre la puce à l'oreille à la Cour suprême pour lui dire, attends, il y a un truc qui vient vers toi, il faut t'en méfier. Ben oui, mais ce n'est pas justement ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a formellement saisi la Cour sur des présomptions qui étaient un peu prématurées et ça ne fait pas sérieux non plus de la part de ceux qui font ces recours-là un peu n'importe comment. Et les résultats nous sont tombés dessus. On a eu, mettons, à l'arrivée, 2 partis politiques qui s'arrogent, s'adjugent les 109 sièges du Parlement. L'Union progressiste, le Renouveau, qui mobilise désormais 60 députés. Le Bloc républicain qui passe de 28 députés de la mandature qui s'achève là à 49. Dis donc. Oui, oui. De toute façon, il n'y avait que 2 partis. Donc, non, il y en avait 3, 4, 5 partis pour la compétition législative. Oui, aujourd'hui, il n'y en a que 2 à se partager tous les sièges. Oui, il n'y en a que 2, oui. Donc, les sièges que les autres partis hier se partageaient avec eux ont été libérés et bon, ils se sont partagés ce surplus de sièges à l'avantage du BR qui est parti de 28 à 49. 28 à 49. Bon, je pense que fondamentalement, nous savions tous, avant même que les élections aient été faites, que nous n'aurons pas plus de ces 2 partis-là à l'Assemblée nationale, à moins que les électeurs fassent un sursaut véritable pour porter les démocrates. C'est ça qui aurait été l'enjeu véritable de ces élections. Or, ça n'a pas été le cas. Et déjà, avant la proclamation des résultats, je pense que tout le monde savait que bon, les démocrates n'étaient pas éligibles au partage des sièges parce qu'ils n'ont pas pu atteindre le seuil de 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Bon, donc, il n'y avait pas eu de suspense véritable et les 2 partis se sont adjugés les sièges qui étaient disponibles. On a vu un bond du bloc républicain comparativement à l'Union progressiste, le Renouveau, qu'on présentait quand même. D'ailleurs, hein, c'est toujours le cas quand on regarde un peu les chiffres, qu'on présentait comme le plus grand, le plus représentatif actuellement. Mais il y a quand même eu un grand bond du bloc républicain. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je pense qu'ils ont ratissé un peu large parce qu'ils ont su peut-être faire les positionnements. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, on ne vote pas pour un logo. On vote pour un parent, pour un ami, pour un frère, on vote pour un cousin. Donc, je pense que le Bloc républicain a probablement dû faire de bons positionnements qui ont amené Pourtant, il y a eu polémique hein, avec les retraits pour faire de la place aux jeunes, les surprises de retrait de dossiers et autres. On se disait que c'était un parti qui avait quand même quelques soucis à régler à l'interne. Ça, c'est ce qu'on pouvait penser. Mais en réalité, les jeunes qui sont venus prendre la place des plus anciens sont probablement plus populaires que les plus anciens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a des anciens qui n'ont plus été positionnés sur certaines listes. Donc, il faut croire que les positionnements qui ont été faits à l'avantage véritablement des électeurs qui se sont retrouvés dans les candidats qui ont été choisis et qui ont massivement voté. Si la barre était haute pour le parti LD et qu'on peut comprendre relativement, surtout avec, mettons, l'attitude assez timorée des populations qui ne sont véritablement pas sorties le dimanche 11 janvier. On peut se poser la question à propos de Moël Béné et du FCBE qui, en dépit des accords de coalition parlementaire, n'ont pas pu mobiliser les 10%. Je pense que personne n'est surpris. Ah oui? Parce que personne ne s'attendait à ce qu'ils puissent mobiliser les 10%. Nous savons qui sont les membres de ces partis-là et nous savons que parmi ces membres-là, il n'y en a pas encore... il n'y en a pas suffisamment qui ait un fief électoral confirmé et qui puisse constituer une véritable menace pour les partis, les 2 grands partis de la mouvance présidentielle ou même pour le parti de l'opposition. C'est des partis que nous avions déjà vu disparaître depuis longtemps, mais qui résistent
pour les raisons qui sont propres à leurs responsables. Mais nous savions que même avec ces alliances-là, ces partis-là ne pouvaient pas... Non, mais on se disait que Par si... contre, Oui. si Mouel Bénin pouvait faire pied de figure, on s'attendait à ce que FCBE, qui est quand même le parti qui va A un disputer la héritage, présidentielle a un passé. et qui a un ancrage véritable dans le pouvoir d'hier, puisse faire un peu mieux que ce que nous avons vu là. Donc, je pense que la surprise est venue un peu de FCBE. À part ça, les autres n'ont pas démérité. Ils ont fait ce qu'ils ont pu dans la mesure des moyens et des limites de leur capacité. Comme quelqu'un dirait, en l'état, si rien ne changeait, on aura 32 femmes à l'Assemblée nationale. Ah si, et c'est une première. Et il faut saluer cette réforme qui amène les femmes aujourd'hui à être très représentées à l'Assemblée nationale, même si personnellement je déplore que cette représentation ne soit pas encore très qualitative. La législative qui vient de s'achever a connu quand même plus de 20 femmes. On ne retient pas de nom. 28 à peu près. On ne retient pas de nom qui est véritablement impacté cette législature-là. Peut-être à cause, je dois dire, de l'ordre rigoureux maintenu dans la gestion des partis politiques. Aujourd'hui, on ne prend plus la parole à l'emporte-pièce, on ne parle pas au Parlement parce qu'on a envie de parler, pour bien se montrer à ses électeurs, à ses mandats depuis la télévision. Ça a changé un peu et ça a contraint certainement certaines femmes à peut-être garder le calme. Mais si des hommes parlent, pourquoi est-ce que les femmes ne parleraient pas? Et combien sont-ils ces hommes qui parlent justement pendant cette mandature-là? Ah non, il y en a qui parlent. C'est qu'ils ne sont pas nombreux. Justement. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est pas parce que la parole est bridée. C'est parce que les gens ne veulent pas parler. Nous le savons, nous pouvons en témoigner parce que c'est tous les jours que nous essayons d'inviter des personnalités de ces partis-là qui déclinent systématiquement. Personne ne les empêche de venir parler. Donc, au niveau des grands partis, il n'y a que quelques personnalités qui, de temps en temps, peuvent se permettre, je ne sais pas si c'est une politique pour s'assurer qu'on ne se trompe pas dans ce qu'on déclare, mais honnêtement, je pense qu'on a eu aussi des gens qui n'étaient pas venus par le parti et qui sont venus directement. C'est après que nous avons informé la direction de communication pour dire, bon, nous avons invité tel membre de votre parti, nous voulons votre caution, on a fait ça aussi. Donc, je pense que si les femmes voulaient parler, elles parleraient. Il y en a quand même une ou deux parmi elles qui sont ont fait de certains niveaux aussi. Oui, qui ont fait l'effort de s'exprimer. Mais je pense que le problème, c'est peut-être la capacité à maîtriser les sujets et à s'exprimer sans dire des choses sur lesquelles on pourrait avoir à exprimer des regrets. Donc, je pense qu'il faut former davantage les femmes à prendre la parole pour exprimer leur opinion ou pour discuter de sujets publics. Ça nous manque encore, même si elles sont représentées à l'Assemblée nationale. Si elles sont muettes comme des carpes, cette représentation n'est pas efficiente. Et puis, il y a le retour de vieux briscards, hein, des habitués des couloirs du Parlement, qui avaient raté quand même une ou deux mandatures, qui sont revenus. Boniface Yaroutoumé, par exemple, ou un certain Syriac Domingo, qu'on avait eu le temps d'oublier entre-temps. Pourtant, on disait qu'on était dans la logique de faire de la place aux jeunes. Mais ce n'est pas non plus une raison pour qu'il n'y ait que des jeunes. Il faut quand même que des jeunes cohabitent avec des vieux briscards. Sinon, on aura un Parlement qui aura tout à apprendre, à recommencer. Et les vieux briscards sont bien utiles dans ces cas-là. L'essentiel, c'est que les vieux briscards ne soient pas plus nombreux, beaucoup plus nombreux que les jeunes. Et si on regarde bien, je pense qu'il y a eu quand même un certain rajeunissement de la classe politique. Il faut s'en féliciter et souhaiter que les vieux briscards cèdent davantage de place aux jeunes qui frappent à la porte. Louis Vlavonou, peut-être, Akhenatonde, peut-être, pourquoi pas Biochane, peut-être, Joseph Djogbenou, qui sait, qui voyez-vous à la tête du Parlement? Je ne vois personne de manière très, très claire. On va dire que chacun, en ce moment, est en train de faire des pieds et des mains et que, de toute façon, la décision viendra probablement du sommet de l'État.
parce que ça a toujours été le cas. C'est curieux ça. C'est quand toujours- même deux pouvoirs différents où l'un devrait, ma foi, être la police de l'autre. Mais je crois que c'est un peu, un peu les dysfonctionnements qu'on retrouve dans notre, les incohérences, pour être plus clair, qu'on retrouve dans notre bloc de constitutionnalité. Si c'est le président de la République qui préside à la nomination ou à la désignation de tous les autres membres des institutions de la République, on ne peut pas véritablement considérer que ce sont des contre-pouvoirs. Et ce n'est pas une nouveauté que le président ait à avoir un regard très perspicace sur la désignation du président de l'Assemblée nationale. Depuis toujours, ça a été le cas. Le président est toujours celui qui décide au dernier moment de qui sera président de l'Assemblée nationale. On comprend dès lors que les jeux politiques qui se font à l'Assemblée nationale soient toujours, presque toujours à l'avantage du chef de l'État. Et ça va être encore le cas, je pense. Pourquoi c'est si indécis? En principe, on sait que l'Union progressiste, le renouveau, c'est 60 députés. Donc, si on va aux élections directement, en principe, le candidat de l'Union progressiste, le renouveau, devrait passer. Il y en a beaucoup qui ont quand même la carrure pour gérer le Parlement. Lucas Katroko de Cotonou, par exemple, aussi, qui pourrait aussi faire office de président de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de physionomie. Ouais, bien que quand on prend un parti politique, il y a plusieurs membres à l'intérieur qui sont susceptibles d'être portés à la tête du Parlement. Oui. Donc, forcément, il y a un embarras, il y a des études à faire. Et si j'en juge par la ligne qui est adoptée depuis quelque temps, on a l'impression qu'on ne change pas véritablement une équipe qui gagne, disait le président. Et donc, on ne serait pas surpris de voir un certain Louis Vlavonou remplir. Ça va être une grosse première. C'est la première fois depuis 1990 que d'affilée, 3 fois, une personnalité dirige l'Assemblée nationale. Nous l'avons déjà eu 2 fois d'affilée, et puis une 3e fois, absolument. Non pas forcément d'affilée, mais nous avons déjà eu par le passé un président qui a dirigé 3 fois l'institution. Absolument, Adrien Roubedji. Ce ne sera pas une nouveauté. Non, ce qu'on recherche ici, ce n'est pas forcément le changement, ce n'est pas une alternance à la tête de l'Assemblée nationale, c'est l'efficacité telle que voulue par l'exécutif. On espère en tout cas qu'on fera le bon choix au profit de la démocratie surtout et du bon fonctionnement du Bénin, afin que ça profite et bien évidemment à la construction de notre pays. On va retourner sur le terrain concernant toujours ces élections. On va évoquer 2 réalités que j'avais positionnées pour la fin de nos échanges. Le taux de participation, 36%. Pourquoi les gens sont restés chez eux? Il peut y avoir plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est que peut-être beaucoup de personnes se disent qu'il n'y a pas d'enjeu, que je vote ou que je ne vote pas. Je ne vois pas comment on irait au-delà des 2 partis de la mouvance présidentielle pour être représentés à l'Assemblée nationale. Bon, donc, il n'y a pas véritablement d'enjeu. Même parmi les militants les plus chevronnés de ces partis, il y en a qui se sont dit, bon, l'essentiel a déjà été fait, et le reste va se faire tout seul, ce n'est pas la peine que j'aille m'aligner. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que peut-être, comme je le disais tantôt, le taux de participation a pu être affecté par les électeurs qui sont sortis dans la matinée et qui ont été déçus de constater que rien n'avait démarré dans leur bureau de vote. Il y en a qui ont tempêté, il y en a qui se sont fâchés, mais ils n'avaient pas la possibilité d'aller voter ailleurs. Donc ils sont rentrés chez eux et ne sont pas revenus. La troisième raison possible, c'est la démotivation des militants du parti Les Démocrates qui ont dû aussi se dire que nous allions voter ou pas. Il n'est pas évident que ce parti puisse passer parce qu'il y a l'exigence des 20% dans chaque circonscription électorale et les positionnements n'ont pas permis de toucher les militants par la personnalité des candidats. On a fait parfois même du remplissage par endroits. C'était des gens qui n'étaient pas véritablement moulés dans la chose politique, qui n'avaient pas fait l'expérience du terrain, mais on les avait positionnés comme ça parce qu'il fallait remplir la liste, étant donné que des députés confirmés sont officiellement partis et ont créé un vide dans leur fief électoral parce qu'ils étaient candidats pour la majorité présidentielle. Oui? Donc, ces choses-là ont peut-être amené les militants à se dire, bon, c'est pas la peine de sortir, ça ne changera rien.
Et on a eu 80 000 voix. Bulletin nul. Oui, ça peut se traduire par le fait que certaines personnes ne sont pas tout à fait en accord avec l'expression populaire du vote tel que ça se déroule aujourd'hui. Il n'y a plus cette chaleur, il n'y a plus cette motivation particulière et certains ont pu se dire il y a les réformes qui ont tout refroidi et je vais aller voter mais je vais manifester une certaine désapprobation générale du système parce que nous n'avons plus notre kermesse d'hier et ça nous manque. On aura un Parlement donc, enfin, monocolore, c'est bien le mot, hein, puisque ces deux partis de la mouvance qui seront représentés. Le Parti Les Démocrates sera absent, tout comme d'ailleurs, je dois dire, les FCBE, parti de l'opposition aussi, seront absents du Parlement. Qu'est-ce que cette absence peut avoir comme impact sur la qualité de la production du Parlement pour la 10e mandature? Sur la qualité, je ne sais pas. Mais sur l'effervescence dans le débat politique, c'est sûr que nous n'aurons pas des joutes oratoires qui tendent à, à faire en sorte que nous ayons des points de vue différents sur les sujets. Nous aurons peut-être une sorte d'unanimisme parce que tout le monde serait obligé de s'aligner à partir du moment où le parti décide de valider une loi ou un point de décision. Donc, on n'aura pas les jeux oratoires, on n'aura pas les empoignades, les chaudes empoignades qui faisaient que la démocratie béninoise était vue comme une démocratie de vivacité. Mais sur l'efficacité de l'action, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose parce que ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on est plus patriote que ceux de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on est plus clairvoyant. À l'intérieur des partis, si la démocratie se joue très bien, on peut avoir des courants qui, à l'intérieur, s'expriment et permettent d'avoir tous les. Ah oui, dans cette configuration-là, Ah, pourquoi pas? Ou même les gens, même, quand bien même le parti les envoie, ils ne veulent pas venir parler. Comment est-ce qu'on peut avoir des sensibilités dans ce genre de parti? Je crois qu'on est dans une sorte d'apprentissage qui va finir par s'affiner tout doucement. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas exclu qu'on ait un jour à avoir un parti comme l'UPR en opposition flagrante avec le BR. Donc, parmi ces deux partis-là, on peut en avoir un. Et ce ne serait pas juste pour des questions de nous allons aux élections, nous voulons avoir tel siège, nous voulons avoir tel siège ou pas. Ça va être vraiment, je dois dire, sur une lecture d'une loi ou d'une politique, d'une projection au profit de l'État ou au profit du développement du Bénin. Je serais vraiment surpris de voir ça. Ben, ça serait dommage qu'on n'ait pas ça, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un parti de la mouvance présidentielle que ça ne réfléchit plus. Parce que théoriquement, on doit pouvoir faire des débats de fond, même quand on est dans le même parti politique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens de l'opposition même qui ont migré vers la mouvance présidentielle et qui donnent aujourd'hui le sentiment que quand on est aussi bien d'un côté que de l'autre, on est en famille. Et ce ne sont pas les idées, en réalité, qui se créent et qui font qu'on est dans l'opposition. Les idées, qu'on soit dans l'opposition ou dans la mouvance présidentielle, peuvent prévaloir et donner de vrais débats. Et ces débats peuvent se faire au sein des partis politiques avant même qu'à l'Assemblée nationale, on en vienne à faire des débats publics. Bon, si ça ne se fait pas, ça serait dommage, mais c'est ce que je disais au cours d'une émission, l'idéal aurait été d'envoyer avec certitude à l'Assemblée nationale des personnes sur lesquelles on peut compter pour s'exprimer avec une certaine liberté, non pas pour affronter le pouvoir, mais pour corriger, puisque c'est la philosophie désormais. Il faut proposer et aider à la correction de ce qui se fait. Et ça, même en étant dans la mouvance présidentielle, on devrait pouvoir le faire. Même si, de vous à moi, il est regrettable que les démocrates n'aient pas fait tout ce qu'il fallait pour se retrouver à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire entre-temps? C'est vrai qu'on a déjà mené ce débat. Hein? Moi, je dis, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Moi, je dis, vous savez, en politique, il n'y a que les points qu'on marque qui comptent. Il n'y a que les gains qui comptent. Et quand vous faites un combat politique et que vous ne gagnez rien, que vous n'en tirez aucun bénéfice,
que ça n'impacte pas la politique nationale, c'est une opposition stérile. Si les démocrates avaient fait un accord de gouvernance avec un parti... Avec lequel? Qui oserait, dans le rang de la mouvance, faire un accord de coalition Vous avec ne un pouvez parti pas politique? présumer de ce que personne ne ferait. Ah oui? Ils auraient essayé et nous auraient dit par la suite, nous avons essayé, ça a échoué, que nous aurions pu, à ce moment-là, porter un jugement sur cette question. Mais ils n'ont pas essayé. Oui, mais ils ont radicalement refusé. Moi, je pense que quand on veut combattre un système, quand on est vraiment dans l'idée de combattre un système, et qu'on se dit que ce système-là, il faut le changer, si de l'extérieur, on est impuissant à le combattre, il faut rentrer dedans. Et de l'intérieur... Pas de loi? Pas par des lois. Oui. C'est ce que je voulais dire. L'accord de gouvernance... Si vous avez un accord de gouvernance et que vous êtes majoritairement installé à l'Assemblée nationale, vous avez à ce moment-là la possibilité de peser sur le débat politique et d'infléchir le cours de Quelle image ils auront renvoyée à l'opinion publique ou à leurs militants qui les auront soutenus depuis 2016, malgré la traversée du désert et les difficultés qu'ils ont quand même connues? Beaucoup de militants LD sont en prison, beaucoup ont subi quelques difficultés dans le temps. Quelle image ils auront renvoyée dans l'opinion publique en se pointant à la télévision avec deux paraphes pour dire qu'ils sont en accord de coalition avec le PR ou bien le BR ou bien avec Mouel Bénin ou je sais quel autre parti politique de la mouvance? Mais Tanguy, moi, je continue de vous dire que ce qui compte en politique, c'est de gagner. Ah oui. Les militants auraient peut-être, à partir de cet accord de coalition, décidé de voter massivement pour porter LD. Ah oui? Est-ce que ce ne serait pas perçu comme une trahison d'une cause? Si c'est perçu comme une trahison, c'est que ça n'aurait pas été bien expliqué. On peut continuer d'être un parti d'opposition, aller faire cet accord de gouvernance et aller aux élections et rafler peut-être 40, 60 sièges. Et quel est l'intérêt qu'un parti politique de la mouvance qui est censé travailler pour contenir, pour gagner la majorité au Parlement, quel est l'intérêt d'un parti politique de la mouvance d'aller permettre d'offrir l'opportunité à un parti de l'opposition de pouvoir justement avoir des chances d'aller siéger à l'Assemblée nationale? On ne peut pas spéculer là-dessus. Oui. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas essayé. On ne les a pas vus essayer. C'était, à mon sens, la meilleure stratégie. C'était la meilleure stratégie. Pour se retrouver peut-être aujourd'hui à l'Assemblée avec 40, 45, 50 députés. Ce n'était pas impossible. Et une fois que vous êtes assis à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, vous êtes un parti d'opposition, vous faites ce que vous avez à faire. Mais il faut être là où ça se décide. Si vous refusez de vous approcher de là où ça se décide, et que vous appliquez des principes de jusqu'au boutisme qui vous écartent de fait, quelle est la plus-value de votre action? Aujourd'hui, les démocrates vont représenter quoi à l'Assemblée nationale? Rien du tout. À quoi vont-ils contribuer? À rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont arrêter dans le pays? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont changer? Rien du tout. Bon, donc, tout ce qu'ils ont fait a été fait en pure perte. C'est en pure perte. C'est ça le bilan. Ah oui, il n'y a pas une logique morale qui doit habiter chaque militant à rester fidèle à sa logique, quel que soit ce qui lui arrive. Mais fidèle à quelle logique? La logique de ce fait que la façon de gouverner le Bénin, c'est ce qu'ils disent, depuis 2016, n'est pas la bonne, qu'on peut trouver une autre façon de le faire et qu'eux, ils incarnent la meilleure façon, c'est ce qu'ils disent. Et c'était quoi la meilleure façon? Ah, moi, je ne sais pas, c'est ce qu'ils savent sur la place publique. Et donc, ils sont restés fidèles à cette logique-là depuis le début. C'est ça ce qui a tué le parti, les démocrates. Et ils n'ont pas... ils ont un discours. Mais à l'intérieur du discours, il n'y a rien qui a été construit. Donc, quand vous dites qu'ils ne sont pas contents de la manière dont le Bénin est géré, je suis d'accord. Et on l'a suffisamment entendu. Mais ils proposent quoi, eux, pour construire le Bénin? Oui, mais s'ils ne vont pas aux élections présidentielles, s'ils ne vont pas au communal, où se centralise le pouvoir, la gestion même, pourquoi est-ce qu'ils mettraient quelque chose sur la table? Mais qu'est-ce qu'ils disent aux militants alors? Ah, moi, je ne sais pas. Je n'assiste pas à leur Quand ils vont en campagne électorale, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont rien à dire. Vous avez vu que pour la campagne électorale, ils ont tellement marginalisé les compétences à l'intérieur du parti que chacun d'eux a été obligé de mettre l'effigie de Boni Yayi comme si c'est Boni Yayi seul qui était le seul vrai candidat du Parti Les Démocrates. Comme si Boni Yayi était le seul programme du Parti Les Démocrates. Au niveau de la mouvance, on a interdit aussi d'utiliser les effigies personnelles et on a utilisé les logos des partis politiques. Voilà.
Mais chez les démocrates, non. Tout le monde a utilisé l'effigie de Boni Yayi. Il y avait Boni Yayi sur toutes les affiches. Comme si c'était la seule personnalité dont ils se prévalent et le seul programme dont ils se prévalent. Et ça, je crois que c'est une faiblesse du parti. Parce qu'en dehors de Boni Yayi, il n'y avait plus aucun point de ralliement. Il n'y avait rien qui les reliait. Et ça, c'est un problème pour un parti politique. Donc, la démobilisation a pu se faire à partir du fait que les gens ne savaient pas à quoi s'accrocher. Parce que Boni Yayi n'est pas venu faire campagne. S'il était venu, je pense que le parti aurait engrangé plus. Parce que Boni Yayi est le seul, on va dire, le seul ancrage du parti. Ouais, donc, or, ce sont des élections législatives. Ce n'est pas une élection présidentielle. Donc, un parti politique ne peut pas faire campagne sur la personnalité de son président. C'est ça qui est dérangeant. Donc, je pense que s'ils avaient eu un programme, qu'ils avaient eu un projet de société décliné en des points sur lesquels ils pouvaient faire campagne, je pense que ça les aurait énormément aidés. Et s'ils avaient ça, vous auriez vu qu'il n'y a rien de fondamentalement différent de ce qui s'est fait. Parce que ce qui les divise avec la majorité présidentielle, ce n'est pas ce que le président Patrice Talon fait sur toute la ligne. C'est des questions qui touchent à des intérêts tout à fait personnels. On va changer de sujet, évoquer le second qu'on a prévu pour cette émission. C'est vrai que le débat autour de la politique est passionnant. On a déjà défilé, ma foi, une quarantaine de minutes à analyser un peu les élections du 11 janvier dernier. On va parler de Vodou Days, mais spécifiquement du TOFA, le TOFA 2026. Le signe révélé, disent les initiés, par les oracles, c'est le Lososa, j'espère que je prononce bien, avec toutes ses implications et ses interprétations. Vous avez retenu quoi des interprétations ça et là de Lososa? J'ai retenu fondamentalement que le pays va connaître la prospérité, que le pouvoir sera passé à un successeur. À un fils. À un fils? Oui. On a dit un fils, enfin. C'était allégorique. C'était allégorique. Le pouvoir sera transmis et que celui à qui le pouvoir sera transmis est coriace. Plus coriace que le père. Que le père, et que les ennemis du Bénin ont intérêt à se lever tôt pour espérer... À se construire des becs métalliques. Bon. Pour casser la carapace. En gros, c'est ça. Donc, en tout cas, on a une tranquillité. C'est déjà important pour des Béninois qui sont très accrochés à la paix. Oui, je pense que... Mais il n'y a pas que la paix sur toute la ligne. Il va y avoir des tentatives, et ça a été dit, des tentatives de remise en cause, aussi bien de l'ordre constitutionnel que des limites frontalières. Et oui. il y aura des tentatives. Mais je pense qu'avec la préparation, lorsque vous êtes informé d'un danger, de toute façon, vous savez prendre les précautions pour que ça n'arrive pas. Moi, j'ai fait une remarque. Le TOFA est de plus en plus dans des analyses très politiques. On a bien l'impression que c'est les sujets politiques qui passionnent le TOFA depuis quelques années maintenant. Si. Bon, heureusement, on nous a promis au moins la prospérité cette année. J'espère que ça va toucher nos poches individuellement. Mais la politique domine. Pourquoi est-ce que ça doit être fondamentalement la politique au centre de tout? Bon, pour le peu de connaissances que j'ai dans cette matière, le FA est une matrice qui contient toutes les informations. Absolument. Et qui donne les réponses aux questions posées et donne les réponses aux personnes qui lui posent des questions. Et je pense que dans le TOFA, ce qui est fondamental, qu'il faut retenir, c'est que c'est le chef de l'État qui pose la question au FA. Le Hadjikui est utilisé par le chef de l'État pour exprimer les interrogations et les réponses auxquelles il s'attend. Donc, quand c'est le chef de l'État qui exprime ces questions, forcément, c'est au chef de l'État que le FA répond. Et quand le FA répond au chef de l'État et que ceux qui l'interprètent
doivent donner un aperçu du signe au chef de l'État, ils sont obligés de tenir compte du fait que c'est le chef de l'État qui a De son profil. Ils sont obligés de tenir compte de son profil, ils sont obligés de tenir compte de sa fonction, ils sont obligés de tenir compte du fait qu'il a déjà passé 10 ans au pouvoir et qu'il y a eu une série d'événements qui est à leur connaissance. Ils sont obligés de tenir compte du fait qu'il va passer le témoin. Ils sont obligés de tenir compte du fait qu'il y a des réformes en cours, qu'il y a des questions de friction avec les pays voisins. Il y en a parmi les pays voisins qui ont des problèmes avec nous. Donc, l'interprète du FA ne peut pas ignorer tout ça dans l'interprétation qu'il fait. Donc, il ne peut pas faire une interprétation impersonnelle, comme si on a juste consulté le FA pour savoir, bon, qu'est-ce que... comment va se porter le Bénin? Le Bénin. Ça, si c'est vous et moi qui avions posé la question, la réponse que donnerait le FA ne sera pas la même que celle qu'il donne au chef de l'État. Parce que lui, c'est en tant que président en exercice qu'il pose la question. Donc, l'interprète ne peut pas ignorer ça et doit lui dire en peu de mots, puisqu'il faut le dire en peu de mots. Sinon, le FA, on peut passer des heures et des heures. Des jours, hein? Oui, des jours même, à vous en donner l'interprétation. Oui. Donc, pour être succinct, on est obligé d'aller sur les points essentiels qui intéressent le chef de l'État, même si nous n'avons pas entendu les questions que le chef de l'État a posées au FA. Parce qu'il faut juger à partir de ça aussi. Nous ne savons pas quelles sont les questions qu'il a posées. Oui, mais justement, au rendez-vous de 2026, il y a eu deux éléments dans votre réponse. Il y a eu deux éléments qui n'étaient pas totalement conformes à ce qui s'est passé à Ouida dernièrement. Ouida, c'est une femme qui a pris les graines et qui leur a confié les interrogations. Et en plus, elle avait un micro et tout le monde a entendu les questions qu'elle a posées. Oui, à partir de ce moment-là, je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui l'a mandaté pour faire ça, pour le faire, et s'il y a eu le rituel habituel qu'on fait pour passer, parce que vous pouvez faire la consultation pour quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Mais quand vous faites la consultation pour quelqu'un, il y a aussi une façon de procéder. Ça revient au même, que ce soit le chef de l'État directement, ou que ce ne soit pas une personne interposée. Et si le processus a été suivi, la réponse est la même. La différence, c'est dans l'interprétation. Et cette interprétation doit tenir compte de la qualité du chef de l'État et de tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent, de son départ imminent et de tout le reste. Oui, mais depuis quand, dans un pays laïque, un chef d'État vient s'asseoir et en face de lui, des devins avec leur attirail du jour, leurs apparats aussi, pour écouter ou même poser des questions à soumettre à l'oracle dans un pays laïque. Et ça peut frustrer, ça peut heurter la sensibilité d'autres personnes qui ne sont pas forcément attachées à cette façon de voir les choses, à cette conviction. Oui, on peut faire le procès parce que nous sommes habitués au procès dans notre pays. On fait procès de tout. Et on est toujours en désaccord avec ce qui ne se fait pas sur la base de nos intérêts personnels. Mais ce qu'il faut regarder ici, ce n'est pas les intérêts personnels de chacun, ce n'est pas les convictions religieuses de chacun. Il faut regarder le pays. Et le pays est assis sur une origine ésotérique qui n'est pas perdue. Pourquoi est-ce que nous ne l'utiliserions pas au bénéfice de toute la nation? Oui, mais on a eu quand même 400 ans déjà à parler de Jésus, à parler de Mahomet, un peu moins, et ainsi de suite. Puis après, il y a eu des milliers de confessions dérivées de ces religions qui sont venues aussi nous envahir et nous empêcher de dormir dans nos quartiers respectifs avec des pasteurs très inspirés et autres gourous. Donc, il y a eu une perturbation de cet équilibre ésotérique dont vous parliez. Donc, on ne peut pas dire que c'est essentiellement ça qui doit être l'élément dont on doit tenir compte pour gouverner. C'est un élément qui aide à gouverner. Et ça depuis la nuit des temps dans notre pays. Et nous avons pu perdre ça à un moment parce que certaines personnes ont trouvé le moyen de nous faire perdre complètement cela. Mais quand on retrouve ses racines, vous pensez que c'est une mauvaise chose? Il faut dire et affirmer que quelqu'un qui retrouve ses racines est dans l'erreur. À ce moment-là, je vous comprendrai. Nous sommes tout simplement en train de renouer avec une tradition multiséculaire. Et je pense que si les autres religions avaient aussi
leur façon de faire de la divination au profit de la nation, personne ne refuserait d'aller assister à leur cérémonie de divination. Si aujourd'hui, il y a une congrégation religieuse qui dit « j'ai les moyens de prédire ce qui va arriver pour l'année 2026 au Bénin », je pense que ça va être aussi une occasion d'aller s'asseoir pour les écouter. Ah non, on a des prophètes aussi qu'il faut. Oui, s'ils le font individuellement, ou dans leur coin, ou dans leur paroisse, c'est différent. Ici, nous avons une cérémonie culturelle dans laquelle il y a un certain nombre d'aspects que nous vendons à l'étranger. Et le FA fait partie des choses que nous vendons à l'étranger, parce que ce n'est pas fondamentalement une science béninoise, sinon on aurait pu faire breveter ça à l'UNESCO par exemple. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de très spécial que nous avons et que le monde entier a envie de venir découvrir. Si nous le montrons au monde et que le monde découvre que dans les prédictions qu'on fait et dans les livres qu'on édicte ensuite, quand on fait le bilan, c'est quand même des prédictions d'une certaine fiabilité. Ça permet au monde de savoir que nous avons quelque chose de plus que ceux qui pensent avoir apporté Dieu dans nos vies. N'est-ce pas? Donc, je pense qu'on ne peut pas faire le procès au gouvernement de vouloir faire la promotion de ce qui nous valorise, tous en réalité. Il faut être à équidistance, comme je le dis souvent, toutes les confessions religieuses. Ça n'existe pas. L'équidistance n'existe nulle part au monde. Ah oui, sérieusement? Nulle part au monde. Et pourtant, la notion existe. Ça existe. Oui. En France, pendant longtemps, on a continué de faire débat sur le voile religieux. Pendant longtemps, récemment encore, oui, pour des questions sécuritaires, à burqa et autres. Attends, non, c'est pas que pour des questions sécuritaires. C'est parce que il y a des gens qui considèrent que c'est leur façon d'être dans leur religion. Pourquoi est-ce qu'on discute de ça avec eux? Pourquoi est-ce qu'on fait débat autour? Parce que la laïcité dont vous parlez a des nuances. Ce n'est pas automatique. L'équidistance dont vous parlez a des nuances. Chaque pays, la France est de tradition judéo-chrétienne. Oui. Elle ne peut pas l'ignorer et donner la même priorité à l'islam. C'est impossible. C'est impossible. Donc, l'équidistance dont vous parlez, c'est un idéal, mais cet idéal n'existe nulle part. Alors, à la fin, on a dit ce qu'il fallait faire. Bon, nous, on n'est pas très initiés. Une semaine après, les prêtres Bokono se sont retrouvés pour... ils ont refusé, oui, ils ont refusé le mot sacrifice. On a parlé de rites maintenant. Les rites propitiatoires. Voilà. Oui. Et puis maintenant, on a éloigné un peu l'étape d'immolation de bêtes et autres. J'ai vu sur les images qui sont passées sur les médias sociaux et les télévisions qu'il n'y avait pas vraiment de bêtes à immoler. C'est un choix désormais? C'est un choix sans doute pour respecter la sensibilité de certaines personnes d'une part et aussi pour respecter un certain nombre de conventions. Aujourd'hui, il y a des règles dans toutes les matières et on ne peut pas, sur la place publique, très officiellement, venir immoler des animaux. Donc, il y a de ces choses-là qui, même dans le cadre des Vodou Days, se font dans les couvents. De façon discrète. De façon discrète, et pas sous le regard de n'importe quel passant. Donc, c'est normal. Je pense que c'est une discrétion qui honore les personnes qui ont décidé de... Oui, mais est-ce que ça n'enlève pas le naturel qu'on connaît justement au vaudou? C'est le sens, c'est Vous avez parlé tantôt d'équidistance. Oui. À défaut d'être véritablement idéal, on peut quand même faire l'effort d'éviter aux autres d'avoir à vivre en direct ce qui choque leurs convictions religieuses. Allez, c'est Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.